Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien et on se retrouve pour une toute nouvelle saison et comme vous le voyez, une saison un petit peu spéciale, en tout cas une série qui sera à part entière un peu spéciale qui sera donc consacrée à la première ligue fédérale. Alors j'ai pas encore eu le temps de tourner la vidéo du bilan, j'en suis désolé. Et il y avait un point que je voulais partager avec vous et je vais en parler du coup maintenant dans le début de cette vidéo. Donc j'ai intégré le club d'échecs de Payerne en avril dernier. Et j'ai joué le championnat suisse par équipe avec la deuxième équipe. Parce que j'ai pas pu tout de suite intégrer la première équipe. Parce qu'il y a un règlement en fait où on a le droit que d'avoir 20 joueurs lorsque c'est les ligues qui sont au haut niveau. Et vu que j'étais arrivé un peu plus tard, j'ai pas pu être intégré à cette liste de 20. Donc c'est pour ça que j'avais joué avec la deuxième équipe. Il y a encore quelques parties qui vont arriver assez rapidement, je l'espère, sur la fin de la saison du championnat suisse par équipe qui s'est déroulée ces derniers mois. Alors, qu'est-ce que c'est que la première ligue fédérale? La première ligue fédérale, si on compare avec la France, c'est le top 16. Donc, c'est vraiment le gratin des équipes suisses. Alors, contrairement au top 16 en France, ça ne se déroule pas tout à fait de la même manière, parce que le top 16 en France, c'est toutes les équipes se rejoignent, je crois, à Paris pendant une semaine, et ils s'affrontent tous ensemble, et au final, le gagnant remporte le championnat. Là, c'est un petit peu différent, c'est en fait exactement comme vous l'avez vu dans les vidéos ces dernières saisons. Ça va être réparti sur différents samedis, soit à domicile, soit à l'extérieur. Et la dernière ronde, par contre, elle sera au même endroit. Cette année, elle sera à Nyon. Voilà, donc ça, c'était pour la première partie. Il y avait encore juste un deuxième point par rapport au championnat suisse par groupe de cette saison que je voulais vous communiquer. L'ancien capitaine de l'équipe, le maître Fitz Simon Steury, qui a énormément œuvré pour le club, et je pense, Simon, si tu nous écoutes, je pense un grand merci, je pense même de ma part, mais de la part de toute l'équipe du CEP de manière générale pour tes 10 années de capitanat, et puis même globalement pour le club, les entraînements, les matchs, etc. etc. Tu œuvres beaucoup au club, et on te remercie énormément. Et merci également pour ta confiance, parce que il a rendu son poste de capitanat, et le club a décidé de donner le poste de capitaine à moi. Donc c'est moi qui reprends le capitanat. Alors il m'avait posé la question, il m'a dit réfléchis bien si tu veux reprendre le poste de capitaine. J'ai réfléchi environ 12 secondes 50 et puis j'ai tout de suite accepté ce poste parce que être capitaine d'une équipe de haut niveau, c'est pas tous les jours que ça se présente, une occasion pareille. Donc en quoi est-ce que ça consiste le poste de capitaine? Bah, ça consiste déjà à appeler tous les joueurs pour savoir s'ils sont disponibles à tel ou tel match et d'effectuer notre effectif en fonction des joueurs qui sont à disposition ce jour-là. Et il y a également tout ce qu'il y a à faire avant et après. Donc ce qu'il y a avant, c'est mise en place de la salle, invitation à l'équipe adverse du lieu du local, accueil de l'équipe, le discours, les échiquiers, simplement qui joue contre qui. Ça, c'est donc le capitaine qui s'occupe de ça. Et puis de ranger la salle lorsqu'on joue à domicile et lorsqu'on joue à l'extérieur, de recevoir l'invitation du capitaine adverse et d'effectuer l'organisation du trajet. Et puis il y a tout ce qu'il y a après, donc rentrer les résultats sur le site de la Fédération suisse des échecs. Et pour le CEP, effectuer un léger communiqué de presse et analyse de partie. Alors l'analyse de partie, du coup, vous allez voir cette vidéo qui sera sur ma partie, ça ne change pas. Et il y aura du coup une deuxième partie qui sera analysée, alors pas en vidéo, elle sera en PNG, en format PNG qui sera sur le site du club d'échecs de Payerne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse d'aller regarder cette partie. La partie que j'ai décidé d'analyser, elle est vraiment très intéressante et c'est un gros bordel. Je vous conseille d'aller la regarder. Je vous mettrai le lien quand ça sortira. Normalement, je crois, mercredi ou jeudi, il y a la publication et je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'introduction. Désolé si elle a été un petit peu longue. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie et la préparation de cette partie. Alors, elle s'est jouée le samedi 4 novembre, donc hier. Et je m'étais pas forcément préparé la semaine, parce que bon, travail, tout ça. Et samedi matin, je m'étais quand même décidé à regarder un petit peu certaines lignes sur D4, parce que j'ai quelques soucis ces temps-ci lorsque les Blancs me jouent D4. Vous l'avez vu d'ailleurs globalement dans la saison. Et c'est d'ailleurs l'un des points que je voulais parler également dans mon bilan. C'est que sur D4, j'ai vraiment très peu de bons résultats. J'ai très peu de bonnes parties. Et je suis en train de me poser la question si le Magnus Queen's Gambit est vraiment approprié. Surtout pour un joueur comme moi qui aime avoir quelque chose de dynamique sur l'échiquier.
Et finalement, le Magnus Queen's Gambit, même si les blancs jouent pas forcément les premières lignes, ils arrivent à avoir un truc qui est assez solide et c'est compliqué à prendre vraiment un avantage qui est décisif. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter autre chose. Et le matin, j'ai regardé beaucoup la défense Grunfeld. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Grunfeld, c'est cette ouverture-là. Je vous montre les premiers coups. J'ai 6, cavalier C3. Et on conteste tout de suite le centre avec D5. Ça, c'est la position de base de la Grunfeld. Et c'est assez marrant. Je sais que la ligne principale, c'est les blancs prennent au centre et ils profitent justement que le centre soit abandonné pour jouer tout de suite E4. Et après, cavalier prend C3, pion prend C3, on joue fou G7 et on vient contre-attaquer le centre. Mais dans beaucoup de vidéos que j'ai regardées, en tapant défense Grunfeld, apprendre la défense Grunfeld, etc., il y a eu les vidéos de Mark Kennen, il y a eu Joachim Mohamed, il y a eu Julien Song, et tous, leur adversaire leur jouait cavalier F3 et rentrait pas dans la ligne principale. Alors après, dans fou G7, il y avait eu. Du coup, j'ai pu apprendre sur fou G5, qu'est-ce qu'il fallait jouer, sur fou F4, qu'est-ce qu'il fallait jouer, sur H4, qu'est-ce qu'il fallait jouer. Donc, ok, j'ai regardé tout ça, mais je me suis dit, mais bon, si mon adversaire il rentre dans la ligne principale, en jouant C prend D5, tout de suite, donc dans cette position-là, s'il joue C prend D5, comment je dois réagir? Alors, je sais les premiers coups, mais après une dizaine de coups, après, je vais finir par être hors théorie. Donc, au moins connaître les plans de cette défense Grunfeld. Fort heureusement pour moi, et vous allez le comprendre au fur et à mesure de la partie, oui, je vous dirai au moment de la partie, au moment opportun, quand je dirai cette information. Donc on retourne au départ. Donc on accueille l'équipe adverse. Alors également au niveau de l'échiquier auquel on joue, je ne peux pas mettre n'importe qui à n'importe quel échiquier. Il y a quand même une règle, ce qui s'appelle la règle du plus 2, moins 2. En gros, on peut... Comment expliquer ça de manière simple? Celui par exemple qui a l'élo le plus élevé dans notre équipe ne peut jouer que au plus bas au troisième échiquier. Celui qui a le troisième elo dans l'équipe peut jouer au premier échiquier au mieux et au cinquième échiquier au plus bas. Celui qui a le cinquième elo peut jouer au plus haut au troisième échiquier, au plus bas au septième. Enfin, j'espère que vous avez compris. En gros, par rapport à l'elo sur l'effectif de base, il peut être soit 2 échiquiers plus haut que son niveau ou 2 échiquiers plus bas. Enfin, j'espère que vous m'avez compris, j'espère que c'est assez clair. Mais en gros, moi, je suis le septième joueur sur l'effectif de base. Et j'ai décidé de me mettre au huitième échiquier, comme ça j'ai les noirs, parce que celui qui est huitième, c'est un jeune de notre club qui joue mieux que moi et qui va progresser bien plus rapidement que moi. Donc j'ai dit, autant lui le mettre avec les blancs, il aura plus de chances de gain, et moi je me mets avec les noirs, je me mets en option, on verra bien ce qui se passe, et je vois que je suis à parier face à Dejan Kostov. Alors aussi également, on joue contre l'équipe de Nyon, et l'équipe de Nyon, c'est les doubles tenants du titre et ils ont gagné sur leurs 15 derniers matchs, ils ont gagné 14, quelque chose comme ça. Donc autant dire qu'on n'est pas du tout favori. Et puis on le voit sur cet échiquier. Donc au huitième, j'affronte un maître feed qui a 2178 points national. Et en termes de points feed, il a 2250. Donc j'ai vraiment un très très bon joueur devant moi. Et si vous vous rappelez bien, la saison dernière, j'avais déjà joué contre un Kostov. J'avais joué contre Kirill Kostov à l'Open de la Broye. Il m'avait joué une partie de mammouth sur l'espagnol. Et en fait, Dejan, je suppose que c'est son grand frère. Ok, donc la partie commence et il m'envoie des 4. Je suis très content du coup. Je dis, ok, il a fait des 4. Je vais pouvoir envoyer cavalier F6. Et je vais envoyer ma première Grunfeld de ma vie en partie officielle. Je me dis, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est lui qui est favori. Il a les blancs, donc normalement, il est censé m'exploser la gueule. Donc autant jouer puis apprendre sur cette ouverture. Donc il joue C4. Donc il aurait peut-être pu tenter une sorte de système de Londres, mais j'avais également préparé quelque chose au cas où je tomberais là-dessus. Ce qui est bien aussi ça, vu qu'on joue pas D5, sur le système de Londres, on peut peut-être changer de fusil d'épaule et faire D6, G6, fou G7, petit roc, rentrer dans un système est-indienne. Et puis ensuite jouer pour la poussée E5, qui est plus compliqué lorsqu'on joue D5, parce qu'on ne peut pas jouer D6 pour contrôler E5. Mais là, ici, il joue C4, il joue la grande ligne, donc je fais G6, cavalier C3, et j'envoie du coup la Grunfeld avec D5. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Dejan Kostov? Est-ce qu'il va jouer cavalier F3 pour rentrer dans les lignes secondaires? Non, non, il joue la première ligne, il prend le pion. Je fais cavalier prend, il joue E4, cavalier prend C3, pion prend C3, et fou G7. Donc c'est vraiment la ligne que je vous ai expliquée tout à l'heure.
Alors ici, le coup principal, normalement, c'est cavalier F3 ou fou E3. Bon, de toute façon, le système va être un petit peu près le même, mais là, il va jouer quelque chose d'assez intéressant. Il joue fou C4. Donc moi, je fais le plan de la Grunfeld où on laisse le centre, mais on doit quand même le contre-attaquer assez rapidement. Donc je fais C5. Donc bien sûr, il ne peut pas prendre parce qu'il y a le pion C3 derrière. Et plutôt que de défendre avec cavalier F3 le pion D4, il le défend par cavalier E2. Ce qui est très intéressant parce que dans certaines lignes sur cavalier F3, il y a des lignes à base de fou G4 où on effectue ce clouage et c'est très pénible pour les blancs. Et du coup, là, il joue cavalier E2. Donc du coup, si je fais fou G4, il va tranquillement jouer F3. Ça consolide son centre et ça attaque mon fou. Je perds un temps pour rien. Et c'est là où je voulais dire que fort heureusement pour moi, j'avais vu une vidéo de Blitzstream d'une partie qui s'était jouée à la Sinquefield Cup, si je dis pas de bêtises, un tournoi qualificatif pour les candidats entre Richard Rapport et Maxime Vachier-Lagrave. Rapport avec les Blancs, il avait gagné cette partie par ailleurs. Et c'était cette ligne-là. Donc je sais plus ou moins les coups qu'il faut jouer. Maintenant, j'ai quand même un petit doute et j'ai pris 5-6 minutes. Jusque-là, on a tout joué tempo. Et là, j'ai pris 5-6 minutes. Bah, je sais que les coups, c'est cavalier C6 et petit roc, mais je sais plus dans quel sens. J'essaie de me rappeler, mais qu'est-ce qui peut faire que ce soit un coup et pas l'autre en premier? Je me dis, si je fais petit roc, j'étais dans ma tête sûr à 80% que c'était cavalier C6. Je dis, en fait, petit roc, il a peut-être D5 qui est embêtant parce qu'il m'empêche de jouer cavalier C6. Alors que si je fais cavalier C6, s'il joue D5, je peux peut-être venir en E5 et attaquer son fou. Donc je dis, ok, le premier coup doit être cavalier C6 par rapport à la ligne. Je fais cavalier C6. Il revient s'asseoir, il a été marcher un petit peu, il revient s'asseoir et il me joue tempo fou E3. Et je dis, ok, c'est bon, là, fou E3, je retombe sur mes pattes, je rock. Et là, Richard Rapport avait joué tour C1. Et pour dire la partie entre Rapport et Vachier-Lagrave, Maxime avait pris D4, pris D4 et profité que le roi soit encore au centre pour jouer Dame à 5 échecs. Et ici, Rapport avait joué le très intéressant tour C3 et Fabien Libizinski, j'espère que je le prononce correctement, le Fab, quoi, il avait sorti la ligne qu'il fallait jouer pour pouvoir égaliser sur cette variante. Donc du coup, j'étais préparé sur ça, mais il me joue l'autre grande ligne qui est petit roc. Et là, je prends mon premier vrai moment de réflexion. Alors lui, il a tout joué tempo, il lui reste 1h34. Donc on rappelle la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e. On commence avec 1h30, il a 1h34, donc il a vraiment tout joué tempo. Donc il connaît la théorie par cœur. En même temps, il n'est pas un maître fit pour rien. Et là, je dis qu'est-ce que je dois jouer en fait? Parce que je suis un peu embêté parce que normalement le coup c'est Dame à 5, mais maintenant qu'il a roqué, Dame à 5 fait un petit peu moins de sens. Et je prends, je dirais, une dizaine de minutes pour me décider à qu'est-ce que je dois jouer. Alors je dis E6, c'est peut-être possiblement un coup pour contester la case D5, mais après mon fou C8 va avoir des problèmes, et c'est justement les problèmes que j'ai lorsque je joue le Magnus Queen's Gambit, c'est que j'arrive jamais à faire fructifier ce fou. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de variante. B6 serait une possibilité, mais bon, ça me, ça me branche pas trop. En fait, je sais également qu'on doit bouger cette dame pour laisser la place à la tour, pour qu'il y ait ce vis-à-vis entre la tour et la dame. Et donc je décide de quand même jouer dame à 5. Je sais pas si c'est le bon coup, mais je me dis, l'idée en fait de la Grunfeld, parce que c'est ça, je sais pas tous les coups par cœur, mais ce que je sais, c'est qu'on laisse un peu le centre, et le but c'est de profiter de cette pseudo-majorité à l'aile dame, et on doit commencer à avancer. Je dis dame à 5, je menace d'une certaine manière de jouer B5. Lui, il réfléchit un petit peu aussi, donc je dis, ok, dame à 5, ça ne doit pas être le coup principal, parce que jusque-là, il a vraiment tout joué tempo, et là, il prend un moment de réflexion. Et après 5-6 minutes, il m'envoie tour B1, qui est un coup logique aussi, il se met sur la colonne B, qui est semi-ouverte, très très bonne colonne pour la tour, le pion A2 est défendu par le fou, donc aucun problème. Et là, je commence à avoir certains problèmes. Admettons par exemple que je veuille jouer pour l'avancée, que je prenne D4.
Alors déjà, ouais, une petite menace, hein. Ce qui menace, il menace tour B5, attaque la dame, attaque le pion C5 et il peut récupérer le pion C5 avec sa tour. Parce que ça, ouais, c'est peut-être une chose que je dois expliquer dans cette position. S'il prend, alors là, c'est à moi de jouer, mais je vais jouer n'importe quoi. S'il prend le pion, D prend C5, ok, il va gagner le pion, mais au final, sa structure sera complètement détériorée. Alors là, il y a même le pion C3 qui est en l'air, mais c'est juste pour expliquer, sa structure à l'aile dame est défoncée, donc on a ce pion de moins, mais stratégiquement, on a des bonnes compensations. Mais si je fais un coup random, je sais pas, je vais jouer, bah, mettons tour D8, on était venu pour ça. Bah, il peut peut-être faire ça, tour B5, attaque la dame, attaque le pion C5, j'écarte ma dame, et il peut jouer tour prend C5. Et là, en fait, il gagne le pion dans des bonnes conditions. Alors là, il s'avère qu'en fin de variante, après B6, il revient et on peut jouer cavalier prend D4, on va récupérer le fou C4. Mais voilà, c'est déjà dans le concret. Il y a déjà de la tactique. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, mais j'ai pas envie de voir cette tour arriver en B5. Enfin, je veux surtout pas perdre mon pion C5 comme ça. Mais une idée que j'avais, c'était de prendre, de jouer B5 pour avancer. Là, je peux pas parce que la case est contrôlée deux fois, donc je dois faire A6. Et là, un truc qui me faisait un peu peur, c'était D5, attaque le cavalier, et il menace de jouer fou B6. Et ma dame se retrouve un petit peu coincée. Si j'écarte le cavalier, il peut faire fou B6, attaque la dame. Je peux que aller en A3. Et genre un coup comme fou B3 par exemple. Ok, le fou maintenant est très très bien placé. La tour va défendre le fou parce que bon, si je l'attaque, il va faire fou C2 pour redéfendre. Et mon fou, peut-être ça vous rappelle la partie que j'avais jouée contre Knitzer, mais finalement ce fou il est assez puissant, mais il n'y a absolument plus rien sur cette diagonale. Donc finalement il est puissant, mais il est puissant pourquoi? Pour rien. Et ça, j'aimais pas trop cette position où Madame se retrouvait assez mal placée au final et où il avait. En fait, il bloque ma majorité à l'aile dame. Donc ça, j'aimais pas trop. Donc je dois faire attention à ça. Donc c'est pour ça que je décide de ne pas aller chercher le pion et je fais A6 direct. L'idée, c'est que s'il fait D5, là, je peux faire cavalier E5, j'attaque son fou, et il n'y a pas de fou B6 parce qu'il y a encore mon pion C5 qui est là. Il va prendre un petit moment de réflexion ici, et il va jouer Dame C2. Alors ok, je comprends l'idée de son coup. Ce qu'il veut Dame C2, c'est sur tour D8, il a plus ses problèmes de clouage. Donc d'une certaine manière, il annule l'idée de tour D8. Donc, moi, je trouve que c'est assez bien joué. Il protège également le pion A2 au cas où le cavalier E2 est toujours sous protection. Donc ça, c'est en fait une bonne case pour la dame. Il défend le pion C3 également. Il lit les tours, donc c'est un coup tout à fait, tout à fait correct. Et là, voilà. Comme je l'ai expliqué, j'aime pas rester tranquillement dans mon camp. Il faut que je fasse quelque chose. Et je suis assez content quand même que sur A6, il m'ait pas joué A4 pour m'empêcher B5 justement. Et du coup, Dame C2, bah, il joue pas A4, donc j'en profite pour envoyer B5. Alors là, il y a quand même une ligne critique à calculer. J'avais calculé ça dans la partie. Alors, il ne peut pas revenir en B3 ou en D3 parce que l'un dans l'autre, il se prend C4 et le fou est enfermé. C'est pareil s'il va en B3. Donc, il est obligé de jouer fou D5, ce qu'il a fait dans la partie. Je joue tempo fou B7. Et en fait, dans ma tête, je dis alors, il peut prendre s'il veut le pion. Et ce que j'avais calculé, c'était ça. E6, je chasse le fou. Il doit prendre, fou prend C6, fou prend C6. Cavalier D4. Et là, c'est quand même assez critique déjà. Alors, je peux pas jouer mon fou, parce que si je fais fou B7 ou fou D7, il va faire C6, il va commencer à prendre de l'espace. Je dois jouer fou C8, mes tours vont plus être connectés, et là, j'ai des gros problèmes. Là, ça va pas du tout. Donc, je dois le défendre, et j'aurais défendu en mettant une tour en C8. Et ça, c'est pas tout à fait clair, mais je me dis, ok, son pion C5, pour l'instant, il est quand même un peu faible. Il y a le pion C3 encore derrière, ça peut encore se jouer. Mais ok, j'étais prêt à jouer ça avec un pion de moins. Et en fait, sur fou B7, c'est à lui de jouer. Je commence à réfléchir et en fait, je me disais, mais pourquoi il réfléchit? Il prise C5, c'est un peu son seul coup. Parce que s'il prend pas, admettons que je fasse un coup au bol, il y a par exemple, alors bon, c'est peut-être possible, mais je peux faire C4. C'est ça que j'avais vu. Parce que là, maintenant, je commence à prendre de l'espace dans son camp. Et son fou commence à être enfermé. Il va être obligé de l'échanger contre le cavalier à un moment ou à un autre. Je sais pas si c'est la meilleure ligne, mais en gros, c'était une idée. Et en fait, je me dis, quand c'est sur son temps, ah mais attends,
S'il prend, fou prend, D5. Il attaque mon fou, et maintenant il attaque le pion C5 avec le fou. Ah, je me dis, là, ça va être compliqué, parce que là, je suis obligé de jouer mon fou. Fou prend C5. Et là, c'est compliqué. Alors, ce que j'étais prêt à jouer, c'était de mettre la tour F, C8. Alors, attention, la tour F et pas la tour A. Pour quelle raison? Parce que s'il prend E7, il attaque plus ma tour F8. Donc là, je vais pouvoir récupérer C3. C'est grosso modo ce que j'avais vu. Mais franchement, la position m'enchantait pas plus que tant. Là, maintenant, son pion de plus, il est quand même bien valorisé. Il a le pion D qui est passé protégé. Ma chance, peut-être, c'est vu qu'il a plus de fou de case blanche, le pion va peut-être avoir du mal à passer sur la case D7, mais ça, c'est très compliqué. Je pense. À long terme, je vais avoir de la peine à la tenir, celle-là. Alors, au loin, c'est ce que je me disais que je pouvais jouer s'il faisait cette variante. Et après un moment de réflexion, il prend. Ok, je prends, tempo. Et là, il réfléchit et je me dis, mais il va bien jouer D5. Et au bout d'un moment, il joue D prend C5. Et là, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que je dis, ok, ça j'ai un pion de moins, mais ça, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je suis prêt à la jouer. Et finalement, si on regarde la variante que j'avais vue tout à l'heure, je vais revenir quelques coups en arrière, si je jouais prise D5 tout de suite, en fait, E6, fou prend, là je vais mettre la position maintenant de la partie, c'est la même position, alors après D prend C5, c'est la même position si je joue E6. Et finalement, maintenant, j'ai aucune raison de jouer E6. Donc finalement, j'ai la position que j'avais vue, mais en mieux. Parce que maintenant, j'ai un coup pour faire quelque chose d'utile. Et du coup, j'en profite pour jouer tour à C8. Alors pourquoi je fais tour à C8? J'ai un peu hésité entre tour à C8 et tour FD8. Mais le truc sur tour FD8, c'est qu'il y a cavalier D4 qui est un petit peu chiant. Parce qu'il attaque mon fou. Et je suis obligé de le défendre par tour C8. Je peux pas... Voilà, je pourrais. C'est que l'ordi, il dit que je peux reculer en D7 et que C6 serait pas très bon. Mais... Parce que là, maintenant, je peux revenir en E8. C'est ça l'histoire. Mais je me retrouverai un petit peu coincé. Donc je devrais jouer tour C8 et il aurait le choix en fait, s'il veut échanger les fous ou pas. Enfin, le fou contre le cavalier. Alors qu'avec tour à C8, si maintenant il joue cavalier D4, je peux revenir en A8. Mon fou reste placé sur cette grande diagonale. Et c'est en fait moi qui décide si je garde les fous, enfin mon fou de case blanche contre son cavalier ou non. Même si je pense que son cavalier est un peu plus fort que mon fou de case blanche. Mais voilà, il peut se dire, ok, la paire de fous est puissante, j'essaie de l'éliminer. Je peux garder ma paire de fous si je le souhaite. Dans cette position, il va jouer un assez bon coup. Il joue F3. Alors pourquoi F3 est un bon coup? En fait, finalement, maintenant, ce fou, il a plus beaucoup d'utilité sur cette grande diagonale. Il y a cette belle chaîne de pions G2, F3, E4 qui contre complètement l'action de mon fou. Je ne peux plus faire grand-chose sur cette diagonale. C'est vrai que j'avais des idées peut-être de dame C7, fou A8, dame C6 et de faire une batterie sur cette diagonale. Maintenant, ça sert à rien. J'avais aussi des idées de F5. En mode s'il prend, ça ouvre la diagonale. Maintenant, tous ces plans-là tombent un petit peu à l'eau. Bon, je décide de ne pas perdre trop de temps sur mon coup. Je décide de jouer tour FD8. Le coup le plus logique de la position. Je me place sur la colonne ouverte. Lui, il ne se fait pas prier pour faire la même chose. Il fait tour FD1. Et en termes de pendule aussi, je ne l'ai pas dit, mais lui, il a 30 minutes de plus à la pendule que moi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bon, ça, vous en avez l'habitude avec moi. Et là, c'est en fait le moment critique. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais dans cette position? Je me dis, ok, peut-être dame C7, ça me paraît être un coup logique, je replace ma dame qui fait plus grand-chose en A5. Mais c'est toujours le même problème, en fait. Ça, c'est the problème aux échecs, c'est qu'en fait, on se dit, la pièce, elle sert à rien, mais elle gêne quand même pas mal l'équipe, le joueur adverse. Parce qu'elle attaque C3, elle attaque A2, et si je reviens en C7, bah madame, elle fait plus cette pression sur les deux pions, donc il peut peut-être faire quelque chose avec sa dame, il peut peut-être jouer C4, C4 qui serait un très bon coup pour lui, parce qu'il se dédoublerait ses pions, et son pion de plus serait un peu plus valorisé. Donc c'est ça, dame C7, je me dis le replacement, parce que aussi j'avais peut-être des idées comme ça, fou E5 pour attaquer le pion H2, mais ça me paraît lent, et franchement, voilà, madame, elle met plus beaucoup de pression sur ces deux pions. Je veux dire, pour l'instant, tant que la position elle est fixée comme ça, autant garder la dame. Je pourrais faire dame C7 un peu quand je le veux. Mes tours, je viens de les placer, je les trouve pas trop mal placés.
Mon fou G7 est bien placé. Il y a juste mon fou C6 qui n'est pas forcément très bien placé, mais à l'heure actuelle, je m'étais dit fou D7 n'était pas forcément très intéressant. Et du coup, je décide un petit peu de passer mon tour en prenant de l'espace. Et je décide de jouer H5. Mais H5, c'est typiquement le genre de coup en mode, ouais, tu sais pas quoi faire, donc tu joues un coup, tu prends de l'espace. Alors, c'est pas un mauvais coup. Après, c'est pas le meilleur coup de la position. Ça prend un petit peu d'espace, ça fait une case de fuite pour le roi, mais je vais me rendre compte par la suite que mon pion G6 va être affaibli. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, mon adversaire joue dame B3. Et là, je commence à avoir des idées pour lui à base de cavalier F4 et qu'il attaque mon pion G6 qui est cloué. Et ça me fait peur. Et là maintenant, je me dis, ah mais oui, mais bien sûr, maintenant que sa dame est en B3 et que tu vois que cette diagonale est un peu faible, bah finalement, ton fou sur cette diagonale qui sert à rien, là, ça m'a fait tilt. En fait, il a fallu que sa dame soit en B3 pour que ça me fasse tilt, que le fou serait bien meilleur sur cette diagonale, et je vois même mieux. Après, fou D7, fou C6, la case C4 est magnifique pour le fou. Et je vais avoir un fou qui va être très actif. Je me fais pas prier, je fais fou D7. Et là, j'avais regardé cavalier des F4, pardon. Et sur cavalier F4, j'avais calculé E5, qui attaque le cavalier. Cavalier prend G6 et fou E6. Attaque la dame, attaque le cavalier. Donc s'il bouge la dame, mon fou sera plus en prise. S'il fait genre dame B2, je pourrais reprendre le cavalier, je gagne une pièce. Et je voyais ça, cavalier E7, échec, roi F8. J'avais arrêté mon calcul là, je me disais son cavalier est attaqué, sa dame est attaquée, il va perdre une pièce. Et j'avais oublié cavalier D5 en fin de variante. Et on avait vu ça à l'analyse avec Simon et Timothée. C'est vrai que Simon, il m'avait dit, mais à la fin, il a cavalier D5. Je regardais ça, je fais, ah ouais. Et là, en fait, ça change tout. Là, j'ai 2 pions de moins et voilà, je suis foutu. Là, j'ai mon aile roi qui est faible maintenant. Je fais, ok, ouais, je serais rentré là-dedans, ce serait foutu. En fait, là, il y a un coup qu'il fallait trouver. Alors, peut-être s'il avait fait cavalier F4, j'aurais recalculé une fois, puis je me serais dit, ah ouais, il y a cavalier D5 en variante, merde. Et fort heureusement, j'avais aussi pensé à ce coup, donc si j'avais recalculé E5, c'était pas la partie, donc peut-être j'aurais vu cavalier prend G6, puis à la fin le cavalier D5 peut-être, et je me serais concentré sur fou H6 qui est le coup à jouer dans cette position. En fait, on effectue ce pseudo-clouage, et en fait là ça va pour les noirs. J'ai pas poussé la variante plus loin, mais en gros, j'imagine que l'ordi doit faire un truc comme ça, prise et jouer fou E6, attaquer la dame, quand il contrôle la case D5. J'imagine un truc comme ça, mais en gros ça tient pour les noirs. Mais c'est pas ce qu'il a joué. Et en fait, il a joué ça avec une confiance, il a joué ça très très vite, il a joué A3. Alors, je vois son idée. En fait, il veut faire dame B4, il n'ose pas le faire tout de suite à cause de dame prend A2 et j'attaque son cavalier, puis ensuite je peux revenir en E6 pour protéger le pion. Alors, ça marche selon l'ordinateur pour les blancs, mais il y a une variante plus ou moins compliquée, mais finalement, en fait, les blancs arrivent à mettre le cavalier en D5 et stratégiquement, ils sont bien. Donc, il fait A3 en fait pour se dire, ok, comme ça, j'ai dame B4 et je lui laisse pas dame prend A2. Je me fais pas prier, je fais fou E6. Je profite qu'il n'ait pas joué cavalier F4 pour pouvoir jouer fou E6 et replacer mon fou ensuite en C4. Et je commence vraiment à me dire, mais cette position, elle commence presque à être bien pour moi. Parce que jusque-là, bah voilà, bon, voilà, on a les noirs, donc si les blancs jouent parfaitement, forcément, on est sous pression. Et là, bah, j'étais un petit peu sous pression quand même tout le long de la partie. Et là, en fait, plus j'avance dans la partie, et plus je me dis, mais je commence vraiment à bien aimer ma position. Là-dessus, il fait dame B4. Tempo. Il lui reste 30 minutes à la pendule. Et je pense qu'il a oublié un coup. Il a joué ça avec une confiance. Je pense qu'il s'est dit. J'ai pas pu analyser avec mon adversaire, il a dû partir assez rapidement. Mais je pense qu'il s'est dit, ok, il échange les dames, je reprends du pion C, et là maintenant le pion de plus, c'est un pion passé qui est extrêmement fort, et ça c'est gagnant pour les blancs. Non mais je joue dame C7 tempo. Il me reste moi 17 minutes. Donc j'ai un petit peu repris mon retard. Et là, il se passe un truc, il réfléchit, il passe un 20 minutes. Il passe au moment où on voit les secondes, donc 19,59, 58, etc. Il passe en dessous de mon temps, 15 minutes. Il ne sait pas quoi faire. Et je sens, en fait, il est dans la même situation que moi tout à l'heure quand j'ai joué H5. Il est juste dans une situation où il n'a pas l'impression d'avoir des coups
qui lui permettent de faire quelque chose. Et après un bon moment de réflexion, presque 20 minutes, donc il va lui rester une douzaine de minutes quand il joue son coup, il joue G3. G3, c'est un coup qui me surprend parce qu'il casse un petit peu sa structure de pion qui était très bien, je trouve. Je comprends son idée, en fait, il veut sur fou E5. En fait, il veut que fou E5 soit un coup qui ne sert plus à rien parce que du coup, je peux plus attaquer le pion H2. Et je sais pas, peut-être qu'il veut du fou F4 sans que le cavalier défende, je sais pas. Ok, moi je me fais pas prier, je fais fou C4. Et je propose nul dans cette position. C'est un peu une nulle d'intox. Alors aussi, il faut savoir, à ce moment-là, moi j'avais regardé un petit peu les autres échiquiers. C'est assez fou parce que ça fait presque 3 heures que tous les échiquiers sont en jeu. Personne n'a fini. Et personne n'a vraiment, à part peut-être Michael qui lui avait une position qui était gagnante. Mais sinon, aucun autre échiquier n'avait une position qui était clairement gagnante ou clairement perdante. Vraiment, c'était très chaud sur tous les échiquiers. Et je regardais un peu les autres échiquiers et je me disais, peut-être même avec ma nulle, si je réussis à rapporter le demi-point, on peut peut-être rapporter le point du nul contre Nyon. Ce serait déjà un exploit absolument retentissant de faire match nul contre une équipe, comme je vous l'ai expliqué en intro, qui a tout gagné pratiquement depuis 2 ans. Et il me répond même pas. En fait, c'est comme si j'avais rien dit. Il me joue cavalier F4. Donc, ok, il veut pas faire nul. Bon, je comprends aussi, hein, il a 200 points il a 200 points de plus que moi, il a les blancs. Puis lui aussi, hein, il n'est pas sûr que son équipe va gagner à ce moment-là. Donc il continue. Bon, il n'a même pas été se lever, regarder les autres. Je pense que dans sa tête, il voulait absolument gagner cette partie. Ok, cavalier F4. Je vois très bien son idée, hein. Bon, c'était le coup que j'avais en tête. J'attaquais son cavalier, il le bouge en F4. Et ce qu'il veut, ce cavalier, c'est le déployer en D5. Et en D5, il sera très fort. Et maintenant que mon fou est en C4, je peux faire E6. Et ce coup a une double option. Primo, je contrôle la case D5, il ne peut plus venir avec son cavalier. Et deuxio, je menace fou F8 et d'aller gagner le pion C5. Et du coup, je vais rattraper mon pion de moins et j'aurai une meilleure structure à l'aile dame que lui. Et là, je commence même à me dire, mais comment en fait il peut vraiment évoluer? Je me dis, je pense même que je commence à être mieux dans cette position. J'ai paire de fou, j'ai une bonne structure. Mon pion de moins, à un moment ou à un autre, je vais réussir à le faire fructifier, enfin le récupérer, puis à faire fructifier ma structure qui est meilleure. En tout cas, par rapport à une position de base où les blancs ont un léger avantage, là je me dis c'est même les noirs qui mettent la pression. Ok, il joue A4. Ça c'est pas mal joué. Il veut essayer de m'embrouiller sur l'aile dame. Alors bien sûr je peux pas prendre, hein, parce que sinon je perds le fou, ça ce serait dommage. Mais une des idées que j'avais c'était A5. Attaque la dame, c'est ce que je calcule, je me dis sur dame B2, alors je pourrais prendre A4, ça jouerait, mais j'avais même encore pensé à un autre coup, c'était B4. J'attaque son pion C3 qui est cloué. Et là, je commence à mettre une immense pression. Là, je sais pas en fait, il doit jouer presque fou D2 de manière passive pour le. Et encore, j'ai peut-être même tour prend D2 qui marche. Parce que là, cavalier E2, il peut pas. Fou D4, il y a E5. C'est ça aussi, il y a toujours ces pièges-là. Fou D4, ça peut être un coup intéressant pour challenger le fou, mais il y a E5, fourchette. Donc il peut pas faire ça. Vraiment, je me dis, je compte vraiment tous ces plans. Mais là, en fait, je vois dame A3 qui m'embête. Parce qu'en fait, maintenant, il menace le pion B5. Si je prends, il va jouer dame prend et ma structure à l'aile dame va être démolie. Je peux plus jouer B4 parce que maintenant il prend simplement, il est plus cloué, donc je suis presque obligé de faire un coup comme tour B8 par exemple. Mais là, il va pouvoir prendre et finalement mon pion A, je vais pas pouvoir le faire fructifier plus que ça. Donc je me dis ok, il faut pas que je modifie la structure à l'aile dame. On laisse ça comme ça, pas de souci, continue ton plan, je fais fou F8. J'attaque maintenant son pion C5 et je me dis bah, comment tu le défends? Maintenant il est attaqué 3 fois par la dame, la tour, le fou et défendu que 2 fois. Je m'attends à ce qu'il prenne pour essayer d'ouvrir la colonne A qui se trouve du jeu, mais il choisit un autre coup qui est intéressant, il fait A5. Et A5, je commence à regarder la ligne. Alors c'est assez marrant, hein, je vais vous raconter l'anecdote, ça c'était à l'analyse. J'avais montré en fait cette ligne, fou prend C5, fou prend C5, dame prend C5, dame prend C5, tour prend D1, tour prend D1, tour prend C5. Et Simon, il m'a dit, ouais, tu dois le faire dans l'autre sens, tu dois d'abord prendre la tour et après la dame. Et je lui ai dit, ouais, j'ai vu la dame donne échec. Et c'est vrai que
On a rigolé, puis on dit, ah oui, bien vu. Mais en fait, alors je sais pas si, bon, du coup, s'il a vu, puis qu'il a pas voulu me le dire, ou si. Mais moi, j'avais complètement raté ça, en fait. En fait, dans ce sens-là, ça marche pas, parce qu'en fait, il peut faire tout reprendre des 8 maintenant, en fait. Et là, en fait, je perds un défenseur. Et en fait, je l'ai vu dans ce sens-là que Dame prend, si c'est pas sur échec, tour prend des 8, qui est sur échec, permet de contrer. Donc en fait, je dois le faire dans l'autre sens. Je dois d'abord faire tour prend. Bon, ça, à nouveau, hein, j'aurais recalculé encore une fois si j'avais pris cette décision de jouer comme ça, mais c'était assez marrant à l'analyse. C'est là que tu voyais. J'étais fatigué à la fin. Donc bref, tour prend, fou prend, fou prend. Donc dans ce sens-là, ça marche. En fait, on arrive à la même position, c'est juste qu'il faut la faire dans le bon sens. Mais en fait, là, ce que je me rends compte, c'est que vu qu'il a maintenant son pion à 5, son pion, il est quand même assez proche de dame. Et je vois son idée, il veut faire tour des 6 à la fin de cette séquence. Il veut aller récupérer le pion A. Et là, je me dis, waouh, cette finale, est-ce qu'elle est vraiment bonne pour moi? J'ai pas l'impression, parce que enfin, si je fais B4, il va prendre. Et je dois écarter ma tour. Et il y a déjà peut-être tour B6, mais peut-être juste tour prend A6, ça marche. Donc je vais avoir un pion de moins. Si je veux conserver l'égalité matérielle, je suis obligé de faire un coup comme fou B3, il prend A6, je prends C3. Mais ça, c'est chaud. Franchement, pour moi, son pion A me fait quand même très très peur. Il est assez proche de dame. Il peut faire des variantes à base comme ça, de tour A8, tour B8 et avancer tranquillement son pion. Ah ouais, m'en fous, il a de la peine à revenir défendre. La case D5 est contrôlée par les blancs. Ça, j'avais pas tant confiance. Je fais, ah, c'est bien joué, c'est très bien joué de sa part. Donc je vois que je peux pas tout de suite prendre ces 5. Là, il nous reste, on est au 24e coup, il doit nous rester tous les deux moins de 10 minutes. Je pense 6 ou 7 minutes, quelque chose comme ça. Et je me dis, ok, je vais jouer pour la stratégie. Encore une fois, je fais tour prendre D1, tour prendre D1 et tour D8. Finalement, ça, c'est un thème que j'avais vu pas mal de fois à dire, ok, est-ce que je conteste la colonne D? Quand ta dame était en C2, elle défendait la tour. Mais là, en fait, maintenant que sa dame défend plus la tour, et sa dame est assez mal placée en B4. Donc, c'est intéressant, je trouve, de jouer comme ça, parce que s'il prend tour prend D8, là j'ai dame prend, et je menace de jouer dame D1, et il y a des thèmes de maths avec le fou de case blanche qui traîne par là. Et s'il défend par dame B1 pour m'empêcher de passer, c'est son seul coup, s'il veut m'empêcher de jouer dame D1, bah, je peux aller chercher à 5. Là j'ai une très bonne position, donc il ne peut pas échanger les tours. Je m'attendais peut-être à tour D4, qui me semblait intéressant. Alors l'idée, c'est que si je fais E5 pour la fourchette, maintenant peut-être qu'il peut prendre. Et il a peut-être l'option de jouer cavalier D5 et de donner le pion. Et il va le donner contre le fou, ça peut-être ça peut faire nul. Mais c'est pas ce qu'il a décidé de jouer. Il joue tour E1 dans cette position. Donc il me laisse la colonne D. Et là, j'essaie de réfléchir, je me dis, ok, comment percer ça? Je dis, c'est quand même pas facile, je trouve pas vraiment de moyen de percer. Ce que j'avais réfléchi, c'était de jouer tour D7 pour en fait faire dame D8 et puis éventuellement rentrer en D1 puis échanger les tours. Et il me regarde et il me propose nul après 5 secondes. Il joue son coup, il note son coup, il me propose nul. Bon, je lui ai proposé nul 4 coups à l'avance. La position, autant elle a évolué, et j'ai pas forcément l'impression que ça a été plus dans un sens que dans l'autre. Et il me reste très peu de temps, il me reste 5 minutes à la pendule. Et à nouveau, j'essaie de regarder qu'est-ce qui s'était passé dans les autres échiquiers. Et en fait, ça a un petit peu tourné. On a pas mal des échiquiers où c'était assez chaud qui se sont retrouvés dans une position qui était moins bien. Donc j'ai un petit peu joué, entre guillemets, individualiste. Mais je me suis dit, ok, bon, un match nul contre un maître feed avec les noirs, pour la première fois que je joue la Greenfeld, c'est quand même un bon résultat. Et bon, je voyais pas non plus comment gagner immédiatement cette position. Et j'ai décidé d'accepter la nulle contre Dejan Kostov. Donc une petite vengeance par rapport à son petit frère qui m'avait exterminé à l'Open de la Broye. Moi, j'étais content du résultat. Franchement, je suis content du résultat. Je suis content de la partie que j'ai jouée. Et quand j'ai mis l'échiquier à l'analyse, alors on avait regardé ça avec Simon et Timothée, puis Simon il m'avait dit, quand on était dans cette position, il dit ouais, t'as bien fait de prendre la nulle, c'est vrai que c'est compliqué.
il n'y a plus beaucoup de temps. Prendre la nulle contre un maître feed, c'est un bon résultat pour toi. Et c'est vrai, pour une première partie de Helena, c'est vrai que c'est un bon résultat. Mais j'ai mis le, le, la partie sur Lichess, et voilà ce qui sort. Donc vraiment partie extrêmement propre. D'ailleurs, Chesscom, il donne un énorme score. Je crois que j'ai jamais eu un score pareil. 2850, j'ai jamais eu ça. Donc très très grosse partie. D'ailleurs, lui aussi, hein, il fait une grosse partie, hein, 2550. Donc franchement, voilà, jouer contre un Medfield qui me fait une grosse partie et réussir à le tenir, je suis très content. Ça veut dire que ça montre quand même que je suis capable de faire des grosses performances, des grosses parties. Parce que je vous avoue, entre-temps, j'ai joué un tournoi à Toon qui s'est assez moyennement passé, où j'ai en fait eu une peine du diable à battre des joueurs qui avaient 1700. Et là, en fait, de se dire, je joue un maître feed qui a 2170 et je réussis à trouver une bonne position avec les noirs. Je sais pas s'il y a du coup un effet, je sais pas comment dire ça, mais un effet, bon, ce serait un peu con, mais de se dire l'adversaire, il a 200 de points de moins que moi, il doit finir par faire une erreur, alors que face à quelqu'un qui a 200 points de plus, je suis plus motivé en fait à me dire que je dois faire une partie quasi parfaite pour juste faire nul. Et grosse partie. Mais j'aurais pu, voire j'aurais dû encore le pousser un peu quand je vois sur la fin, il commençait un petit peu à perdre du terrain. On le voit sur la fin, c'est -2. Et même Lichess et même Chesscom, ils vont trouver un coup. Alors, Chesscom, lui, il donne sur la fin -1.6. Il est un petit peu moins optimiste sur la position, la bonne position des Noirs par rapport à Lichess. Et il y a un coup qui est pas facile à trouver dans cette position qui donne l'avantage. C'est tour des deux. Tour des deux donne un gros avantage. Enfin, un gros avantage. Il donne +2 sur tour des deux. Parce qu'en fait, on s'infiltre. Il n'y a pas de fou prend D2 à cause de fou prend C5. Et ça, j'avais pas vu. Et en fait, mon idée que j'avais de base, qui était de jouer tour D7, c'était le deuxième coup, avec l'idée de faire Dame D8. Alors Lichess dit, il dit -2 aussi, enfin -1, je sais plus ce qu'il dit, mais il donne aussi un bon score. Chesscom donne -0.9 sur cette variante. C'est pas encore gagné, mais c'est vrai que c'est moi qui mets la pression. Le problème qu'il a, c'est que sa dame, elle doit rester à la protection du pion, donc peut-être qu'il doit jouer tour 1 et reperdre un temps. Il y avait peut-être quelque chose à faire dans cette partie. Mais voilà, c'est à nouveau, comme j'ai expliqué, c'est peut-être un petit manque de confiance. Les résultats n'ont pas vraiment suivi. Donc il me fallait un résultat. Et franchement, cette partie, elle est quand même très bonne. Et ça montre que. Parce que j'avais même un petit peu peur, ben, justement, de faire nul contre des 1700, de me dire est-ce que je vaux vraiment une place en première ligue fédérale? Mais je crois que j'ai plus ou moins répondu à la question. Mais en fait, là où ça me fait mal, enfin, d'abord, je vais vous montrer la partie depuis le départ. Je vais vous mettre la jauge d'évaluation. Alors, vous voyez, il y a très peu d'erreurs de chaque côté. D'ailleurs, Lichess, il dit rien. Euh, il- Alors, juste pour vous montrer, alors, donc c'est théorique jusqu'à Petit Rock des deux côtés. Et en fait, là, j'ai appris. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est la première fois que je joue la Grunfeld, donc j'ai compris les idées. Mais là, j'ai compris que s'il fait Petit Rock, Dame A5, effectivement, c'est pas le meilleur coup. Et la meilleure ligne, c'est plutôt de venir en C7. Et justement, on vient faire cet alignement. Et la dame en C7 est pas mal placée aussi, elle attaque par là. Et ça, en fait, j'y ai pensé pendant la partie, quand il a fait tour B1, je m'étais dit, est-ce que c'est pas mieux de revenir en C7? Mais je m'étais dit, maintenant que j'ai fait dame A5, je vais pas jouer dame C7. Et effectivement, le meilleur coup, il s'avère qu'ici, c'est dame C7. Donc ça montre que dame A5 est pas le meilleur dans cette position précise. Et alors oui, là, je vais vous montrer cette ligne-là parce que c'est assez fou. En fait, sur D5, c'est assez fou, mais après fou D7, fou prend C5. Le meilleur coup ici pour les blancs, c'est tour Fe8, on protège le pion. Et si les noirs jouent un coup genre tour FD1, on peut faire tour C8, attaquer le fou. Sur un coup comme fou E3, on fait tour C4. Et en fait, on fait un peu comme dans la partie, on joue avec un pion de moins, mais on joue avec les compensations d'une bonne activité. On va pouvoir mettre l'autre tour. Le pion C3, on va finir par le récupérer d'une manière X ou Y. Et s'il fait fou B4 pour essayer de défendre son pion et d'attaquer la dame, son fou se retrouve pas très bien placé, on fait juste dame B6. Et en fait, à un moment, on va pouvoir faire A5 et fou prend C3. En fait, on va pouvoir préparer ça avec tour C4, pardon. Et il s'avère que cette position est léger avantage noir.
Je pense ça, je l'aurais pas joué. Me connaissant, j'aurais joué tour FC8 et rentré dans la ligne que je vous avais dit, en disant on échange le pion E7 contre le pion C3. Donc j'ai eu un petit peu de chance qu'il ait décidé de rentrer dans cette variante-là. Enfin, il faut aussi des fois un petit peu de réussite. Là, ça va. H5, ouais, H5. Alors, les ordi disent que ça va. C'est pas le meilleur coup. Et là, le meilleur coup, alors il y a fou F8 qui est bon. Mais fou D7, en effet. Pour venir faire fou E6 et venir en C4. Ça, j'aurais pas dû perdre un temps avec H5 parce que je me suis affaibli le pion G6 comme je vous ai montré dans la variante avec cavalier F4. Donc dame B3, fou D7, A3. Alors, il aurait pu, comme j'ai dit, jouer dame B4 tout de suite, pardon. Parce qu'en fait, après dame prend A2, il donne 7 Nina, tour B2, dame E6, cavalier F4. La dame revient en C6 et finalement, il arrive à mettre son cavalier sur la bonne case en D5. Si je veux le chasser, alors là, je dois déjà faire roi F8 parce qu'il menace le pion E7. Et en fait, ça bloque un petit peu le fou D7. Donc, soit je fais fou E6 pour essayer de le prendre, mais si je le prends, il reprendra du pion et il accompagnera le pion C5. Soit je dois jouer E6 et du coup, mon fou D7 se retrouve très, très, très mal. Donc ça, il aurait pu faire tout de suite. Il aurait même dû faire tout de suite dame B4. Bon, c'était pas facile. Moi, je ne l'ai pas vu non plus dans la partie. Donc, A3. Et là, je commence à être un peu... On le voit avec la barre. Là, je commence à égaliser. Et G3, effectivement, l'ordinateur n'aime pas. C'est que G3, ça répond à pas grand-chose. C'est vrai que moi, j'avais pas très bien compris. Alors, je sais pas, peut-être qu'il voulait F4 pour tenter une évolution de ce côté-là. J'ai pas tout bien compris, mais... En fait, il aurait dû faire... Comme moi, en fait, moi, j'ai fait H5, j'aurais dû faire mon plan fou D7, fou E6 tout de suite. Lui, il a fait G3, il aurait dû faire son plan A4, A5 tout de suite. Donc G3. Donc ça, c'est bien. E6, ça, c'est un très bon coup. Ça, c'est doté d'un point d'exclamation parce que ça fait vraiment la double fonction. Et là, maintenant, les noirs ont vraiment... Voilà, ça commence à être vraiment bien pour les noirs. Ça, c'était bien joué aussi. Ça, c'était bien. Et là, en fait, regardez la barre comme elle va monter. Alors, elle monte à -2, mais si on laisse tourner l'ordinateur, en fait, il va même aller un peu plus haut parce que tour D2 est vraiment très très fort. Mais après, voilà, moi, j'aurais pas vu tour D2 dans la partie. Mais voilà, donc du coup, ce résultat nul qui est sur le fond un très bon résultat avec les Noirs. Et par rapport à l'équipe, je vais vous montrer donc une défaite malheureusement contre Nyon. Et justement, c'est ce qui me fait un petit peu mal, c'est que est-ce que si je gagne, bah, si je gagne, il y a 4 partout. Donc j'aurais peut-être dû la tenter un petit peu plus. Bravo à Aurélien, Aurélien qui a fait une partie de dingue, vraiment une partie de fou qui a duré plus de 5 heures. Il a fini par retourner son adversaire. Michael qui lui a maîtrisé son sujet du début à la fin et qui a fait une très très belle victoire aussi. Florian et Théo qui ont fait 2 très bonnes nulles également contre des joueurs très très forts. Et Damien, Cédric et Flavio qui ont malheureusement pas réussi à tenir dans des positions qui étaient compliquées. Ça se joue à pas grand chose, mais voilà, c'est, j'ai envie de dire, une bonne première partie contre les ultra favoris à leur propre succession, d'avoir finalement perdu juste à un match nul près. On est bien rodé pour cette saison. On se retrouve du coup dans 3 semaines pour la prochaine ronde qui se jouera à l'extérieur contre l'équipe de Winterthur. Je vous tiendrai au courant. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.